Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier update lecture. Alors ici vous allez retrouver un livre fantastique jeunesse, vous allez retrouver un livre mélangeant le steampunk et l'urban fantasy, et enfin vous allez retrouver un deuxième livre de fantasy jeunesse young adulte. Donc le premier tome de cette update lecture, il s'agit de La fille aux licornes, écrit par Lenya Major et paru aux éditions Talent. Je vous présente ici ni plus ni moins que la couverture de l'intégrale, puisqu'en fait c'est le livre que j'ai, et j'avais donc à la base l'intention de ne lire que le premier tome, mais emporté par mon enthousiasme et par l'intérêt que j'ai porté à cette lecture, j'ai tout simplement avalé les 3 tomes dans la foulée. Je vais donc vous chroniquer en une seule fois l'intégrale de ces 3 tomes qui au final ne font que 500 et quelques pages, puisque ce sont des livres plus ou moins pour la jeunesse et les jeunes adolescents, ce ne sont pas de pavés et ils se lisent très vite et très bien. Alors Lenya Major est une auteure que j'ai eu l'occasion de rencontrer au salon du livre de Montreuil et dont j'ai pu vraiment apprécier toute la gentillesse et aussi tout l'amour qu'elle pouvait porter aux animaux, le respect qu'elle leur porte. J'ai trouvé vraiment que c'était une femme formidable et elle avait l'air vraiment d'une auteure talentueuse, et donc cela s'est confirmé avec La fille aux licornes, puisque c'est la première œuvre d'elle que je lis et j'ai été totalement conquise malgré le caractère jeunesse de ses livres. Et moi c'est vrai que des fois la jeunesse, j'ai peut-être un peu de mal à accrocher, mais ici une fois encore j'ai eu un roman jeunesse très très riche et du coup je n'ai pu qu'adhérer. Donc La fille aux licornes, en fait, c'est une histoire où vous allez rencontrer la jeune Ascan qui a donc été choisie pour devenir apprentie licornière. En effet, nous sommes ici dans un monde de fantasy où le royaume est protégé par les licorniers qui ont un lien très particulier avec leurs licornes, évidemment, qui sont des animaux particulièrement intelligents, comme à peu près dans toutes les histoires de licornes, et qui sont aussi des animaux particulièrement attachants. Sauf qu'une fois qu'Ascan va arriver à la forteresse pour suivre son apprentissage, elle va un petit peu tomber des nues, puisque en fait elle va se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue. Alors certes, le recruteur savait qu'elle était une fille, cela ne posait pas de problème, mais le maître licornier ne semble pas vraiment ravi à l'idée de devoir accueillir une fille au sein de ses troupes. Malgré tout, Ascan va tenir bon et elle va aussi être aidée par les 2 autres apprentis qui s'appellent donc Fergal et Ernael et qui sont particulièrement intéressants et gentils avec elle. Donc dans le premier tome, afin d'essayer entre guillemets de se débarrasser d'Ascan, Séber, donc le maître licornier, va lui proposer une sorte de défi entre guillemets. En effet, il n'y a pas longtemps, on lui a ramené une licorne sauvage qui était tombée en fait dans un trou et qui s'était blessée, mais la licorne ne veut pas se laisser soigner et ne veut pas se laisser approcher, et donc il met au défi Ascan de réussir à soigner cette licorne et lui dit que si jamais elle réussit à la soigner, Ascan pourra poursuivre en fait son apprentissage au sein de la forteresse. Évidemment, Séber était sûr qu'elle échouerait, mais Ascan va le faire mentir, puisque peu à peu, à force de confiance et de patience, elle va réussir à approcher cette licorne avec laquelle elle va en fait tisser un lien peu commun, vraiment pas comme les autres et encore plus profond que les liens habituels entre les licornes et leurs licorniers. Donc ce premier tome, qui est assez court, est vraiment en fait dédié à tout cet apprentissage, à cette découverte du monde, à cette découverte du royaume, à cette découverte des licorniers, des licornes, à savoir comment cela fonctionne, comment le lien unit en fait l'humain et l'animal. C'est un tome qui nous fait passer énormément de messages positifs, des messages d'amitié, des messages de respect, des messages d'amour, que ces messages concernent les humains entre eux ou qu'ils concernent les humains envers les animaux. Et je trouve que c'est sincèrement des messages vraiment intéressants à passer pour le public visé, et en plus il est fait de très belle manière, donc j'ai été totalement envoûtée par ce premier tome et c'est ainsi que j'ai directement enchaîné sur le deuxième tome. Et ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième tome nous amène dans quelque chose de différent, puisque là en fait Ascan va réellement commencer ses aventures avec ses amis, puisque la licorne sauvage du nom de Météor va venir chercher Ascan, puisque le royaume voisin, le royaume ennemi de celui dans lequel vit Ascan, a en fait enlevé le troupeau de licornes afin de nuire tout simplement à ce royaume. Je ne vous en dis pas plus, il y a une explication à cela, mais je vous laisse le découvrir. Et donc Ascan et ses amis vont donc partir dans des aventures, vont traverser le royaume pour essayer de récupérer le troupeau de licornes avant qu'ils ne franchissent la frontière et qu'il ne soit trop tard.
Donc en fait vous avez vraiment ce groupe de personnages humains et animaux qui vont traverser le royaume, qui vont vivre plein d'aventures, traverser une montagne, rencontrer un peuple pas comme les autres mais un peuple bourré d'enseignements, où là encore vous avez des messages qui passent comme par exemple l'apprentissage de la tolérance et aussi le fait d'apprendre à voir au-delà des apparences, puisque vous allez rencontrer un prince qui d'extérieur est totalement repoussant mais qui a une richesse et une bonté intérieure hors norme. Donc là encore on a vraiment des messages qui sont très intéressants à passer pour le type de public visé, et une fois encore c'est bourré d'humour, c'est bourré d'action, c'est frais, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est agréable, on sait pas où on va, c'est bien écrit, c'est poétique, enfin bon bref, j'ai totalement dévoré ce deuxième tome à la même vitesse que le premier. Et c'est ainsi que, une fois que je suis arrivée à la première page du troisième tome, je me suis enfilé le troisième tome dans la foulée. Et pour tout vous dire, les 3 tomes, j'ai dû les lire genre en 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc ce troisième tome nous emmène dans de nouvelles aventures, peut-être légèrement plus sombres que les 2 premiers tomes, où là en fait finalement c'est Météor qui va venir aider Ascan et les siens, et ce troisième tome nous emmène encore dans quelque chose de totalement différent que les 2 premiers. Il est plus long, comme je vous disais, il est un tout petit peu plus sombre. On voit que les enfants qui ont lu le premier tome ont certainement grandi avec. Et enfin moi j'ai vraiment adoré, là encore, j'ai adoré tout ce qu'on peut rencontrer, j'ai adoré les liens qu'il y a encore entre les licornes et leurs licorniers. Voilà, j'ai adoré tout simplement. Donc je pense que vous l'avez compris, cette intégrale de La Fille aux Licornes pour moi a été un véritable coup de cœur jeunesse. Ça a été une superbe rencontre avec la plume de Lenya Major, dont j'ai un autre titre à découvrir qui s'appelle Caballero. Mais je pense que même si vous n'êtes pas un pur amoureux des animaux mais que vous aimez les belles aventures, vous pouvez réellement vous plonger dans cette trilogie qui, ma foi, est fort sympathique, fort poétique, se lit très bien, est pleine d'enseignements et est 100% positive en fin de compte. Le deuxième tome dont je voudrais vous parler, il s'agit du tome 2 du Monde des Férales, les Saints Mortels, écrit par Jacob Bray et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors une fois encore, je vous parle d'un roman qui est jeunesse et jeunes adultes, mais je m'étais lancée dans cette saga parce que je trouvais en fait que le pitch était totalement original. Alors je ne vais pas vous parler de ce qui se passe dans ce deuxième tome, mais plutôt de ce qui se passe dans le premier. Donc dans le premier tome, nous allons plonger dans un monde en peu sombre entre guillemets, mais pas tellement, puisque nous allons rencontrer le personnage de Crow. Crow est un jeune adolescent qui a toujours vécu seul, qui est orphelin et qui donc a toujours vécu en haut d'un arbre et qui a été élevé par des corbeaux. En fait, Crow a une relation particulière avec ces corbeaux. Comme je vous le disais, c'est ces 3 corbeaux qui l'ont élevé. Et oui, puisque Crow est ni plus ni moins capable de parler, communiquer avec ses corbeaux. Alors Crow ne s'est jamais vraiment posé de questions et ne s'est jamais vraiment intéressé aux autres humains. Il se contente en fait de les voir vivre et ça lui va très bien comme ça. Jusqu'au jour où il va croiser la route d'un individu qui va lui apprendre en fait que Crow n'est pas totalement humain mais qu'il est un féral. Et que donc il n'est pas le seul dans sa situation à pouvoir communiquer comme ça avec un animal que je pourrais qualifier de totem. Alors Crow est le seul en fait qui est capable de communiquer avec les corbeaux, mais vous allez rencontrer des personnages qui sont capables de communiquer avec des souris, avec des loups, avec des renards, un petit peu de tout. Mais tous les férals ne sont pas bons, puisque vous allez aussi rencontrer donc le tisseur qui lui est capable de communiquer avec les araignées et qui ne veut pas forcément que du bien aux férals. Donc bien malgré lui, notre croasseur va être entraîné dans des aventures assez extraordinaires où il va devoir en fin de compte sauver les férales. Donc voilà, j'avais vraiment adoré ce premier tome avec la découverte de l'univers, les férales, leur mode de fonctionnement, avec les personnages qui sont très bien trouvés puisque outre Crow qui est particulièrement attachant, vous avez ces 3 corbeaux et notamment Screech qui est on va dire le personnage humoristique du roman, donc qui a toujours des réparties assez extraordinaires et qui m'a beaucoup fait rire tout au long de cette lecture. Bref, je vais vraiment dévorer ce premier tome qui n'est pas épais et qui se lisait vraiment bien. Alors qu'en est-il du deuxième? Eh bien en fait, même si ce deuxième tome se lit tout aussi facilement que le premier, je ne vais pas dire que ça a été une déception, mais je n'ai pas été autant captivée que lors de ma lecture du tome 1.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on se retrouve dans une intrigue qui est assez linéaire, assez parallèle à ce qu'on découvre dans le tome 1. Là encore, vous allez rencontrer Crow qui va devoir en fait sauver les Férales et devoir faire face à un méchant Féral qui ici ne sera pas un tisseur ni une vrombisseuse qui veut s'emparer d'un artefact de Croasseur comme dans le premier tome pour nuire à tous les Férales, etc., etc. Donc sincèrement, je sais que c'est de la jeunesse, mais l'intrigue elle est vraiment parallèle. J'ai l'impression d'avoir un petit peu un copier-coller, on prend les mêmes et on recommence. Et du coup, eh ben, l'intrigue est restée un peu sans surprise. Elle est peut-être un peu, pas vraiment plus plate, mais vraiment prévisible. Je m'attendais à ce qui allait se passer. J'ai pas été surprise. Et puis comme j'avais déjà découvert en fait l'univers dans le tome 1, que je savais comment fonctionnaient les Férales, etc., j'ai pas eu la surprise de la découverte de l'univers. Donc intrigue prévisible et pas de surprise dit que évidemment, eh ben, c'est forcément tout de suite beaucoup moins accrocheur. Ceci étant dit, je lirai quand même le troisième et dernier tome, j'espère, de cette saga. Je dis j'espère parce que déjà je ne vois pas comment l'auteur va se démener dans son troisième tome pour réussir à nous sortir quelque chose d'un petit peu original. Parce que même si son univers est vraiment génial, je pense qu'il en a un petit peu fait le tour, qu'il en a un peu posé les limites et je dirais qu'un one-shot aurait été largement suffisant. Mais là, s'il me refait un troisième tome avec encore un méchant et encore un animal assez repoussant et qui veut encore faire du mal aux Férales en s'emparant encore d'un énième artefact Croasseur, ça risque un petit peu... eh ben, il va falloir qu'il s'arrête là, quoi, tout simplement. Enfin, pour le troisième et dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce point lecture, il s'agira en fait tout simplement du quatrième tome du Protectorat de l'Ombrelle sans cœur, écrit par Gail Carriger et paru au livre de poche pour l'édition que j'ai, puisque l'édition grand format se doit être chez Orbit, il me semble. Alors encore une fois, c'est un quatrième tome, je ne vais donc pas vous raconter les aventures d'Alexia, puisqu'il s'agit d'Alexia, notre héroïne, dans ce quatrième tome, mais plutôt vous parler un petit peu de l'intrigue générale de la série. Nous sommes ici dans un monde d'urban fantasy, puisque nous allons y rencontrer pas moins que des vampires et des loups-garous, mais un monde un petit peu particulier, puisque nous sommes rejetés en arrière dans l'époque victorienne, et donc dans un monde aussi qui est totalement steampunk. Et oui, le cuivre et les inventions les plus loufoques les unes que les autres ont toute leur place dans ce livre, et je peux vous dire que cela, couplé avec l'urban fantasy, c'est juste un pur délice. Ce qui est aussi un pur délice, c'est que l'auteur adapte sincèrement sa plume au genre qu'elle nous propose, et donc en fait vous avez vraiment une plume qui vous projette dans ce passé, dans cette époque victorienne, et donc toutes les tournures de phrases vont avec. Alors c'est sûr que les 30-40 premières pages du premier tome, cela peut surprendre un petit peu, mais une fois que vous avez réussi en fait à intégrer ce mode de narration, ce n'est que du pur bonheur. En plus, vous allez rencontrer ici Alexia Tarabotti, et croyez-moi, ce personnage, il est juste magique, tout simplement. Alexia fait partie un petit peu du grand monde, surtout au fur et à mesure des tomes, puisqu'elle va se marier à Lord Macon et donc devenir comtesse de Woolsey. Et donc Alexia, eh bien, elle est très à cheval sur les bienséances, elle est très à cheval sur la bonne tenue et les convenances. Mais Alexia, elle est aussi un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une paranaturelle. Et oui, ici, dans cette histoire, outre les surnaturels que sont les vampires et les métamorphes, vous avez aussi les paranaturels. En fait, elle n'a pas d'âme. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, puisque lié à sa condition de paranaturel découle énormément d'événements et de faits, mais je préfère encore une fois vous laisser tout découvrir par vous-même. Mais voilà, Alexia est une sans âme, Alexia a donc des capacités très particulières, et Alexia va finir par travailler pour la reine Victoria, ni plus ni moins. Et puis de toutes les manières, même si Alexia ne travaillait pas pour la reine Victoria, vu qu'elle a une fâcheuse tendance à adorer se foutre dans les emmerdes, Alexia trouverait quand même de quoi s'occuper. Là-dessus, on peut lui faire confiance. Donc en fait, tout le succès de cette saga repose donc déjà sur ces points, ce mélange de genres, ce steampunk et cette urban fantasy, cette écriture très particulière, ce personnage d'Alexia qui est totalement truculent, et aussi, je dirais, par cette espèce de décalage que l'on trouve tout au long du roman. Et oui, décalage, puisque Alexia, comme je vous le disais, est vraiment à cheval sur les bienséances et les bonnes mœurs, puisqu'elle est à l'époque victorienne, époque où les apparences sont plus importantes que n'importe quoi d'autre. Mais petit point de détail tout de même, Alexia est mariée à un loup-garou, alpha de sa meute qui plus est. Ce qui fait que Alexia se retrouve tout de même alpha
de meute. Et puis aussi son mari, lui, ne s'embarrasse absolument pas des convenances. Il aime faire connaître ses opinions à grand renfort de jurons, et en tant que loup-garou, ça ne lui pose strictement aucun problème de se balader de nu devant autrui. Donc évidemment, en intérieur, Alexia s'amuse beaucoup des facéties de son mari, mais se sent toujours obligée de le reprendre et toujours obligée de lui rappeler les convenances, et c'est vraiment très drôle. C'est des situations qui sont tout le temps en décalage entre ce qu'elle pense et entre ce qu'elle fait, entre cette façon qu'elle a d'être alpha de meute, mariée à un loup-garou, être toujours prête à aller se fourrer dans toutes les emmerdes, mais même si elle va aller enquêter, elle ira toujours avec des robes à tournure impeccable et toujours à la pointe de la mode. Et donc voilà, vraiment c'est très drôle, c'est très décalé, on s'ennuie vraiment jamais, et ça c'est très très bon. Donc pour en revenir un peu plus sur ce 4e tome, bien que j'ai vraiment adoré cette lecture pour tous les éléments que j'ai pu vous citer auparavant, ce n'est peut-être pas le meilleur dans le sens où l'intrigue est peut-être un peu plus légère que dans les autres. Heureusement, il arrive beaucoup d'événements personnels, si je puis dire, aux principaux personnages, et donc cela aide vraiment un petit peu entre guillemets à combler les vides. En fait, il y a une explication sur le pourquoi est-ce que l'intrigue est un petit peu plus légère, explication sur l'état d'Alexia Tarabotti, son état de santé, son état de bien-être entre guillemets. Donc cela n'est pas étonnant, et donc en fait l'auteur était un petit peu forcé à partir du moment où elle voulait suivre ce chemin d'avoir une intrigue un petit peu plus légère, mais cela ne m'a pas vraiment dérangé dans le sens où, comme je vous le disais, premièrement, comme il arrive pas mal d'emmerdes personnelles au personnage, eh bien on ne s'ennuie quand même pas, et deuxièmement ça permet d'avoir aussi quelque chose qui se renouvelle. On rencontre Alexia avec des difficultés qu'elle n'a pas dans les 3 premiers tomes, je vous laisse découvrir lesquelles, et donc en fait cela permet de donner un petit peu d'originalité à ce 4e tome, et cela permet aussi au final de ne pas avoir un tome qui est répétitif, on est dans autre chose. Donc même si j'ai remarqué que l'intrigue principale était plus légère, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai voulu faire le résumé en fait du livre pour ne pas oublier lorsque je lirai le 5e et dernier tome, je me suis rendu compte voilà que l'intrigue était plus légère, mais pour autant je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde, et sincèrement j'ai vraiment beaucoup ri, comme d'habitude je me suis beaucoup amusée. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des petits pouces pour me dire si vous avez apprécié. Je vous souhaite donc une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt, ciao bye.